Je pense que l'écologie, enfin les questions écologiques sont vraiment la démonstration que nous ne vivons pas dans de réelles démocraties, puisque on sait depuis les années 70 qu'il existe un réchauffement climatique, qu'il est provoqué par les activités humaines, en grande partie par la combustion des énergies fossiles, et pourtant il n'y a rien ou presque qui n'a été fait pour endiguer ce problème. C'est-à-dire que les émissions de CO2 ont atteint un nouveau record en 2024. On sait que la politique anti-climat menée par Donald Trump pourrait provoquer jusqu'à plus de 1,5 million de morts supplémentaires à cause de la chaleur d'ici à la fin du siècle. Enfin, tout ça est très très concret et ça montre à quel point aujourd'hui ce sont les intérêts privés qui influencent en grande partie les décisions publiques et non pas l'intérêt général et l'intérêt de la grande majorité des citoyens. En 2025, quasiment 3 humains sur 4 vivent dans un régime autoritaire. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et plus largement, tu l'as dit, on est des millions à se sentir méprisés, violentés par nos dirigeants, à avoir le sentiment que notre parole, ils s'en foutent, à se demander, effectivement, est-ce que ça vaut encore la peine de voter? Sauf que moins il y a de démocratie, moins il y a d'écologie. Tu peux nous parler de cette corrélation entre écologie et démocratie et de pourquoi on gardera pas une planète habitable si les citoyens ne prennent pas le pouvoir, en fait? En fait, on s'est rendu compte à travers des recherches notamment que la qualité démocratique d'un pays allait de pair en général avec ses ambitions écologiques. Je tiens à rappeler quand même que avoir des mesures écologiques, en fait, par essence, les mesures écologiques sont pensées pour nous permettre à nous, en tant qu'humains, de vivre dignement, de pouvoir s'alimenter correctement, de vivre dans un environnement sain, qui est un droit humain fondamental reconnu par l'ONU, de pas respirer un air pollué. Enfin, c'est censé garantir l'intérêt général d'une certaine manière. Après, il y a des mesures parfois qui sont mal pensées, mais en tout cas, l'idée, le principe même de s'attaquer à l'urgence écologique, c'est ça. Et c'est ce que disent la grande majorité des climatologues. Et en fait, quand un régime démocratique bascule dans l'autocratie, en général, ça se fait aussi au détriment des acquis écologiques et des droits humains. Et un très bon exemple de ça, c'est le deuxième mandat de Trump, son premier aussi, mais le deuxième est bien plus violent, on va dire. Et dès que Trump est arrivé au pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est d'acter la sortie de l'accord de Paris des États-Unis, mais aussi l'attaque vraiment organisée envers la recherche scientifique, le fait d'ériger le climato-scepticisme en politique publique, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on tape changement climatique sur le site de la Maison-Blanche, il y a un énorme erreur 404 qui s'affiche. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie, en fait. C'est un déni de la réalité géophysique dans laquelle on est. Et tout ça se fait au détriment de citoyennes et citoyens qui continuent à vivre les canicules, les feux de forêt, les sécheresses, les inondations, et qui ne sont pas protégés, tout simplement, et qui en plus, vivent dans un pays où les inégalités sont totalement exacerbées. Et on sait qu'en fait, les personnes les plus précaires sont celles qui sont en première ligne des effets du dérèglement climatique. Ce sont pas les plus riches qui vivent dans les passoires thermiques aujourd'hui, par exemple. Quand t'as 1000 mètres carrés à chauffer, c'est pas forcément évident. Et l'autre lien entre démocratie et écologie, c'est que si on était dans de réelles démocraties, on aurait des gouvernements qui auraient appliqué des mesures bien plus ambitieuses pour l'écologie. Et je pense que l'écologie, les questions écologiques sont vraiment la démonstration que nous ne vivons pas dans de réelles démocraties, puisque on sait depuis les années 70 qu'il existe un réchauffement climatique, qu'il est provoqué par les activités humaines, en grande partie par la combustion des énergies fossiles, et pourtant, il n'y a rien ou presque qui n'a été fait pour endiguer ce problème. C'est-à-dire que les émissions de CO2 ont atteint un nouveau record en 2024. On sait que la politique anti-climat menée par Donald Trump pourrait provoquer jusqu'à plus de 1,5 million de morts supplémentaires à cause de la chaleur d'ici à la fin du siècle. Enfin, tout ça est très très concret et ça montre à quel point aujourd'hui ce sont les intérêts privés qui influencent en grande partie les décisions publiques et non pas l'intérêt général et l'intérêt de la grande majorité des citoyens. Et c'est ça qu'on veut montrer aussi à travers ce documentaire. C'est le poids démesuré des lobbies aujourd'hui, industriels et fossiles, qui pendant des années ont organisé la fabrique du doute, la désinformation, etc. et qui, en fait, détricotent et la plupart des lois ambitieuses sur les sujets écologiques. C'est le cas avec Omnibus en ce moment au niveau européen, mais c'est le cas depuis
depuis des années. Et des chercheurs, par exemple, comme Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences, a démontré que au moment du sommet de Rio, il était posé sur la table, donc en 1992, le fait de demander à tous les États de réduire au moins de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont les lobbies fossiles qui ont fait en sorte que cet objectif passe à moins 5% et ne soit pas contraignant. Donc, on se rend bien compte que tout ça pose un immense problème démocratique parce que les citoyens n'ont pas leur mot à dire sur leur présent, leur avenir, et se retrouvent dans une situation où ils vont devoir payer l'inaction climatique qui existe depuis des années. Et moi, c'est ce que je répète en permanence, c'est que on parle de vie humaine à chaque fois on parle des questions climatiques ou écologiques, parfois dans les médias dominants, entre guillemets, on va dire, ou qu'on peut appeler mainstream. Souvent, c'est très abstrait. On parle de pourcentage d'émissions de gaz à effet de serre à réduire, etc. Là, vraiment, on parle de la qualité de nos vies et de conditions d'habitabilité de la planète. Si ça suffit pas à faire agir des hommes et femmes politiques qui sont censés avoir été élus pour garantir l'intérêt général, je sais pas ce qu'il leur faut, en fait. Toi, justement, tu as couvert la Convention citoyenne pour le climat en France pendant un an, qui a formulé 149 propositions de loi sur le climat. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas que tu as observé? Ce qui m'a le plus marqué, c'était de voir des citoyens se transformer, en fait. Et pour la première fois, se dire on me donne un peu de pouvoir, on me donne un peu de responsabilité, et je voyais à quel point ils se sentaient, pour beaucoup, très responsables des propositions qu'ils allaient faire. La plupart d'entre eux travaillaient le week-end ou travaillaient dans les semaines entre les différentes sessions pour avancer sur les sujets sur lesquels ils travaillaient, pour se spécialiser aussi, devenir un peu expert et pouvoir avoir l'avis le plus informé possible et rendre les propositions les plus justes possibles. Et j'ai vraiment vu des gens, changer complètement d'avis sur des sujets. Je pense notamment à un homme qui était climato-sceptique au tout début du processus et qui faisait partie de ceux qui défendaient le plus ardemment les 149 propositions qui sont sorties à la fin. Et je pense que toutes ces personnes seront marquées à vie par cette expérience, et c'est un peu bizarre après ça de revenir à son quotidien où on vous demande de voter tous les 5 ans et ça s'arrête à peu près là en termes de participation citoyenne, alors que là ils ont eu une mission très très forte. Mais en fait, ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est qu'ils ont énormément travaillé, qu'ils ont été accompagnés par des experts pour que leurs propositions puissent être traduites dans la loi, et que en fait la plupart des mesures ont été détricotées, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a entre 10 et 20% des mesures qui ont été reprises telles quelles, et ça s'arrête là. Et donc évidemment, ça a brisé la confiance dans un tel mécanisme, et ça nous montre que si on veut que les assemblées citoyennes aient réellement du pouvoir, elles ne peuvent pas dépendre du bon vouloir d'un président ou d'une présidente ou d'un premier ministre. Elles doivent avoir un pouvoir propre, et c'est ce que propose David Van der Broek en Belgique, en remplaçant le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort qui aurait le même pouvoir que le Sénat, mais ce serait des citoyens auxquels tous les Belges peuvent s'identifier.